Bonjour. L'UE est morte, vive l'UE. C'est un titre assez amusant, cette déclinaison du cri des royalistes, les sujets de Sa Majesté, on ne dit pas les citoyens, qui saluaient la montée sur le trône d'un nouveau roi remplaçant de son ascendant décédé. Intéressant et paradoxal d'ailleurs d'adopter cette antienne, cette maxime royaliste à un objet, l'Europe, dont on conteste jusqu'à la dimension démocratique. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le principe de continuité, qui est à la base de cette maxime, le roi est mort, vive le roi, ce principe de continuité ne peut ni ne doit s'appliquer à l'Europe. L'UE qui vient sera sûrement différente de celle qui meurt. C'est ce dont on va débattre avec ici à la tribune Louka Katseli. Et Louka Katseli est présidente du Conseil des directeurs de la Banque nationale de Grèce, présidente de l'Association des banques grecques. Elle a été, Louka Katseli, j'essaye en faisant silence de vous demander de faire du silence et de vous asseoir, merci. Louka Katseli a été ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Elle a été également ministre de l'Économie, de la Compétitivité et des Transports. Elle était la directrice générale du Plan. À ses côtés, Benoît Coeuré, membre du directoire de la Banque centrale européenne depuis 4 ans et demi à peu près, ancien numéro 2 du Trésor français, chief économiste du Trésor. Benoît est considéré comme le Français le plus influent à Francfort. Louka Katseli, Banque centrale de Grèce. Benoît Coeuré, Banque centrale européenne. Il n'y a pas que des banquiers centraux à cette tribune. Il y a aussi un ancien banquier central, Paul Tucker. Paul Tucker a été gouverneur adjoint de la Bank of England, membre du comité des politiques monétaires, membre du comité de stabilité financière, du comité des politiques prudentielles, ancien de la Banque des règlements internationaux. Et aujourd'hui, Paul Tucker est le président du Systemic Risk Council et professeur à Harvard. Et puis Mark Hutchinson, qui est tout là-bas, loin de moi, et qui n'est ni ancien, ni actuel banquier central, ni futur, je le suppose. Président et CEO de... Vous pouvez, s'il vous plaît... Mark Hutchinson est le président et le CEO de General Electric, GE, en Europe, responsable de l'intégration dans le cadre de l'offre de GE sur les activités énergie et réseau de Alstom. Donc Mark Hutchinson est en train de gérer la plus grosse acquisition de l'histoire de GE dans l'histoire de cette entreprise. C'était en juillet 2014, ce qui fait que Mark Hutchinson a eu l'immense plaisir de, pendant 2 mois, travailler avec Arnaud Montebourg, le ministre de l'économie. Ça a dû être assez formateur, cet apprentissage rapide du rationnel français. Vous nous donnerez, Mark Hutchinson, le point de vue de l'industriel, le point de vue corporate. En attendant, c'est Hélène Ray, bien sûr, comme le veut la tradition, membre du Cercle des économistes, qui installe le sujet. Hélène. Merci beaucoup, Nicolas. Bonjour à tous. L'UE est morte, vive l'UE. To exit or not to exit, that was the question. L'Europe est à la croisée des chemins. Croissance trop faible et chômage trop élevé dans certains pays, mais aussi déficit démocratique, attaques terroristes, drame des migrants et des réfugiés. L'Europe a vraiment besoin de cap et de vision. En même temps, il faut vraiment ne pas perdre de vue le chemin incroyable qu'on a parcouru depuis la communauté du charbon et de l'acier. La construction européenne a contribué à restaurer la prospérité dans un continent qui avait été dévasté par la guerre. C'est une des plus belles aventures du XXe siècle. Alors, est-ce que nous avons encore besoin de l'Europe aujourd'hui? Oui, à mon avis. Que pèse un pays moyen, comme la France ou le Royaume-Uni, et en fait, je pourrais presque dire comme l'Angleterre, face à la Russie, aux États-Unis ou à la Chine, face aux multinationales? Pas grand-chose. L'Union européenne pèse lourd, et la puissance européenne pourrait être bien plus grande si des politiques coordonnées dans le domaine du digital, de l'énergie, de l'environnement, ou on peut même rêver si une politique extérieure commune était adoptée.
comment améliorer l'Europe? Je vais jeter pêle-mêle quelques idées. Une capacité budgétaire commune pour compléter l'union monétaire, un mécanisme de restructuration des dettes souveraines en zone euro, mais aussi des politiques pour distribuer plus uniformément sur les territoires européens les gains de l'intégration européenne et de la globalisation, ou un FBI européen pour assurer la sécurité, une vraie politique d'accueil et d'intégration européenne pour les réfugiés. Mais peut-être avant tout, bien sûr, il faudrait adresser le déficit démocratique avec, par exemple, un Parlement de la zone euro et bien d'autres mesures pour remettre les citoyens au cœur de l'Europe et aussi l'Europe dans le cœur des citoyens. Et là, je suis sûre que le panel va nous donner beaucoup d'idées pour faire vivre ou revivre l'Union européenne. À vous, bonne chance. Merci beaucoup, Benoît Coeuré. Vous allez être le premier à essayer de défricher ce que nous avons devant nous pour dire un jour vive l'UE. Comment améliorer l'Europe? Oui, bonjour à tous. Bon, mon rôle sur ce panel est de représenter la Banque centrale européenne, qui est une institution européenne. Donc mon angle ici est clair. Et ce que je voudrais dire dans les 2 minutes qui me sont imparties, c'est non pas ce que l'Europe doit faire, parce que ça doit être décidé par les citoyens européens, mais ce dont la Banque centrale a besoin pour faire son travail. La Banque centrale est indépendante, mais a besoin, mais n'est pas seule, ne travaille pas dans le vide et a besoin d'une Europe qui fonctionne. Et aujourd'hui, il est clair que l'Europe est dans l'incertitude. Le Brexit met en cause, questionne l'irréversibilité du projet européen dans toutes ses dimensions, et c'est un moment où l'Europe doit apporter des réponses. Alors, le premier mot qui me vient en tête, c'est incertitude. Le Brexit crée une triple incertitude. À court terme, une incertitude financière. Et ça, la Banque centrale peut y répondre, y a répondu, et nous avons des instruments que nous sommes prêts à utiliser, que Dieu merci, nous n'avons pas eu à utiliser, mais que nous pourrions utiliser pour résoudre cette incertitude financière. Donc là, on est dans le domaine des banques centrales. La deuxième incertitude, c'est une incertitude économique, et là on s'écarte déjà du champ des banques centrales. Il y a des choses qu'on peut faire, mais il est trop tôt pour décider si le Brexit appelle une réaction ou non des banques centrales, et ça dépendra de son impact sur la croissance, qui sera malheureusement certainement négatif, mais on ignore encore dans quelle proportion. Et la troisième incertitude, et là j'écarte l'horizon temporel, c'est une incertitude politique sur l'avenir de l'Europe. Et ça, les banques centrales n'ont rien à dire là-dessus. C'est une question qui est entièrement pour les citoyens et leur gouvernement. Mais ce qui peut nous aider, nous, à réagir à court terme, c'est de réduire cette triple incertitude, c'est-à-dire de clarifier le calendrier et de clarifier la méthode. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire ça vite. C'est d'abord au peuple britannique de décider ce qu'il veut faire, et ça prend du temps. Il faut respecter ce processus démocratique au Royaume-Uni, mais la méthode et le calendrier doivent être clairs, et c'est ça qui nous permet de travailler. Donc résorber l'incertitude. Et le deuxième danger qui nous menace, c'est l'indécision. Et là, l'Europe doit montrer qu'elle est capable de décider. À court terme, face au Brexit, mais aussi à long terme, l'Europe doit montrer qu'elle est capable d'indiquer une direction. Et là, j'ai une conviction très forte, c'est que cette direction n'est pas celle du chacun pour soi et du délitement de l'Europe. D'ailleurs, les chiffres sont clairs. On est à un moment très particulier dans l'histoire du monde où, quand on regarde en parité de pouvoir d'achat, les 3 grands blocs économiques mondiaux, l'Europe, les États-Unis, la Chine, ont à peu près la même taille dans l'économie mondiale. Et ça ne va pas durer. Parce qu'évidemment, l'avenir, c'est que l'Europe va diminuer proportionnellement, la Chine va augmenter. Et donc, on est encore à un moment où l'Europe peut peser sur les équilibres mondiaux, peser sur l'avenir du monde, mais à condition qu'elle utilise pleinement son poids dans l'économie mondiale, c'est-à-dire qu'elle ait une réponse commune. Donc, le chacun pour soi n'est pas une solution, et c'est seulement plus ensemble qu'on sera plus fort. Mais pour ça, il faut réformer l'Europe. Alors, Hélène a mentionné un certain nombre de pistes. Je crois que beaucoup à voir avec la méthode de travail, avec la gouvernance et avec la décision ou l'indécision. Par exemple, il y a une question de narratif, de perspective qu'on donne aux citoyens européens. L'Europe s'est construite sur un narratif qui était clair, qui était celui de mettre fin aux guerres. C'était légitime, c'était moralement justifié, ça a fonctionné. Mais évidemment, on s'écarte maintenant de plus en plus de ce narratif de départ. L'Europe a tenté un deuxième narratif qui était nous sommes la meilleure réponse face à la mondialisation, et force est de constater que ça n'a pas convaincu les citoyens. C'est bien la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
Je pense que c'est dommage parce que l'Europe est un instrument fantastique de réponse à la mondialisation en créant son espace de normes, en créant des protections. Mais là, la charge de la preuve est du côté de l'Europe. Ça n'a pas encore convaincu. Et je crois que le troisième narratif qu'il faut maintenant développer, c'est celui de la croissance, tout simplement. Alors une croissance inclusive, soutenable, mais une croissance qui est la seule qui peut répondre aux défis qui se posent aux citoyens européens et qui est aussi la seule qui peut sauver notre modèle social. Puisqu'on a un modèle social qui a été conçu dans des années de forte croissance et qui aujourd'hui, que la croissance ralentie, n'est plus soutenable. Donc la solution, ça n'est pas de se débarrasser du modèle social, la solution, c'est de recréer de la croissance. Et donc il faut inventer ce troisième narratif. Et pour cela, il faut des institutions, des mécanismes de prise de décision qui fonctionnent, et Hélène y a fait allusion. Et là aussi, force est de constater qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas très bien. Et l'option qui a été prise par les gouvernements européens depuis une dizaine d'années, en tout cas depuis la crise financière, c'est de faire de moins en moins ensemble, par la méthode communautaire, et de plus en plus par l'intergouvernemental, en créant des mécanismes en dehors de l'espace communautaire. Et ça ne marche pas bien. La crise grecque en a été l'exemple. Je suis sûr que Louka en parlera. Mais on a prolongé inutilement une crise en prolongeant la prise de décision. Le mécanisme intergouvernemental, c'est la décision sur la base du plus grand dénominateur commun. Et donc c'est une décision qui est imparfaite, qui est faible et qui met trop de temps. Donc il faut faire confiance aux mécanismes européens. Il faut recréer des mécanismes européens. Et pour ça, évidemment, il faut qu'ils soient responsable démocratiquement. Donc il faut aussi réinjecter de la démocratie dans la prise de décision européenne, y compris les décisions sur les pays comme la Grèce, où toute la discussion sur la gestion de la crise grecque a été faite en dehors du contrôle du Parlement européen, par exemple. Et ça n'est pas acceptable. Donc réinjecter de la démocratie, mais pour recréer des mécanismes qui fonctionnent. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces mécanismes qui fonctionnent? Parce qu'on veut créer de la croissance. Donc je crois que la feuille de route est assez claire. Merci beaucoup. Une question avant de passer la parole à Louka Katseli et Benoît Coeuré. Vous parlez de confiance dans les institutions européennes. Vous avez évoqué récemment dans une interview le fait qu'il fallait rétablir la confiance entre les pays européens et que ce facteur-là manquait aujourd'hui et qu'il était absolument essentiel à la reconstruction du projet européen. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir la confiance entre les pays européens? Vous ajoutiez, qui voudrait partager son budget avec un pays qui teste en permanence les limites des règles communes et en tire fierté? Qui, en effet, aujourd'hui, voudrait le faire? Bon, je n'avais pas donné de nom parce qu'il y en a plusieurs, en fait. Non, mais on pense au même. C'était pas adressé à un pays en particulier, mais c'est vrai qu'il y a un problème de confiance. Les gouvernements n'ont pas confiance les uns dans les autres. Ils n'ont pas confiance dans la manière dont le voisin fait ses réformes et dans le résultat de ses réformes. Et aujourd'hui, force est de constater que l'Europe manquant d'instruments collectifs pour créer de la croissance, si on veut aujourd'hui, tout de suite, maintenant recréer de la croissance, ça commence au niveau national. Et donc la solution au problème de l'Europe, elle est à Paris, elle est à Berlin, elle est à Rome, elle est à Madrid, elle est à Athènes, tout autant qu'à Bruxelles et Francfort. Et donc c'est facile et agréable pour un homme politique national de renvoyer les problèmes sur Bruxelles et sur Francfort. La solution, elle commence à la maison par les réformes que chacun doit faire comme il le veut et suivant le mandat qui lui a été donné par ses électeurs. Mais ça commence au niveau local et ça ne sert à rien de renvoyer indéfiniment à des initiatives européennes qui ne peuvent pas venir parce que l'Europe manque des instruments et de la légitimité et de la confiance démocratique aujourd'hui pour les faire. Donc la charge de la preuve, elle n'est pas du côté de Bruxelles, elle n'est pas du côté de Francfort, elle n'est certainement pas du côté des citoyens européens, qui eux sont demandeurs de cette croissance, elle est du côté des pays, des gouvernements. Très bonne transition avec Louka Katseli. Louka, la Grèce a vécu, il y a à peu près 18 mois, l'expérience de frôler une aventure d'exit. Le peuple, depuis, s'est prononcé, et puis un certain nombre de choses se sont passées qui étaient assez différentes de ce que le peuple avait cru entendre. Qu'est-ce que vous avez comme recul aujourd'hui et comme expérience du poids de la vox populi, du poids du vote populaire par rapport à ce qui s'est produit dans l'exercice gouvernemental actuellement en Grèce? Merci beaucoup. Excusez-moi, je vais parler en anglais, c'est un peu plus facile pour moi. Last year, I was not able to be here because there was widespread fear of a Grexit. This year, Brexit has happened.
I sincerely hope that we act now and not postpone decisions, so next year we don't deliver speeches about other disruptions which have happened in the meantime. It's time to act now. So let us think and act together to strengthen the European project. Let me start with a diagnosis. I think everyone across these days during these panels have noted that while inter-country inequality has increased, intra-country inequality in our countries, in Europe, in the OECD, has increased tremendously. Living standards for many thousands of inhabitants and Europeans have deteriorated, and hopes for better lives for their children and grandchildren are actually very, very low. So populism is on the rise. We should not blame populism for that. There is always a populism that rises when there is a political vacuum. And the issue is that right now there is a political vacuum in Europe, in our own countries, in the globe. Political vacuum, in my view, and I'm talking in my personal capacity, in Europe exists because of a lack of a coherent, collective, strategic vision about the future. There is a political vacuum in terms of its effective governance, and there is a political vacuum in terms of sufficient accountability and communication with the people. Can we act on these three fronts today? I think we can, but it needs leadership. And so political vacuum can be bridged if there is political leadership, and we need political leadership. Allow me to say a few things about each of these political vacua, to bringing examples from my own country, Greece. Vision and collective ability to share this vision with our people. Why do we need a European project? Because we are convinced that we can deliver collective public goods, which we cannot deliver at the national level. What are those for Europe? Democracy, in my view, security, respect for basic human and social rights, and economic and financial stability. On all four fronts, policies and actions pursued appear in the eyes of many Europeans to have violated these principles. Let me provide some examples from my own country. On democracy, decision-making right now in the European Union is highly fragmented, distributed across multiple institutions, Commission, Council, Central Bank. If you ask who is speaking on financial issues for Europe, some think of Mr. Juncker, the President of the EU Commission, others for Monsieur Moscovici, the European Commissioner for Economic and Financial Affairs, others for Mr. Schulz, others for Mr. Tusk of the European Council, Mr. Dijsselbloem, and so on. So there is a fragmentation and segmentation where nobody is responsible or is judged responsible. Secondly, Benoît already mentioned we had a troika, which is not legitimate in the sense that it's not accountable to other European Parliament or national parliaments. Thirdly, this experience has been highly traumatic and has actually created a lot of resentment in Greece. On security and risk mitigation, we've had a refugee crisis which we have never thought beforehand. We got in between January 31st and December 2015 in Greece, 851,319 people who arrived in Greece in our borders, refugees or migrants, and approximately 3,000 to 5,000 per day during 2015. And nobody seems to be able to make sense out of this. On basic human and social rights, unemployment has risen to 25%, 27% actually, on average, 50% for young people. 250,000 small companies have closed down over the last 5 years. And there is a widespread perception that the package
of policy and the policy mix was actually to serve primarily creditors, to repay creditors. Is there a truth to it? Well, unfortunately, yes. We got actually 326 billion worth of loans which have saved Greece from our follies of the past, especially for letting ourselves be vulnerable to speculative attacks. So the European project has been extremely beneficial for Greece, but still the way it was structured and delivered has created tremendous resentment. 85%, I think it's 89% of these loans were given and to repay creditors. Only 11% have been used for the domestic budget. So while poverty has risen and unemployment has risen, there is widespread resentment against Europe. And on economic and financial stability, much has happened. We have had tremendous progress in Europe with the creation of a single supervisory mechanism, the creation of the ESM, which we did not have before, the creation of the structural funds, EIB programs, and so on. But still, these are not tied and linked to the overall benefits of a European project. So these benefits and objectives need to be identified, respected, disseminated. Governance, I've already mentioned. Louka, maybe we could come back later on and I governance. can come back on what I think we could do actually today to mitigate these, and with the conclusion that the European project does not need to be reinvented. It needs to be strengthened, improved, rebranded, and debureaucratized. Merci beaucoup. Merci Louka Katseli. Paul Tucker, je le disais, vous êtes président du Systemic Risk Council. Quelques mots peut-être sur ce que c'est que cette structure, ce body, comme on dit en anglais. Qu'est-ce que c'est le Systemic Risk Council? Thank you very much. It's a real privilege to be here. As an Englishman, I'm here with deep regret, and I regret also that I shall speak in English, which my Belgian in-laws would regard as a disgrace, but there we are. The Systemic Risk Council is a body, including Jean-Claude Trichet from France, Paul Volcker from America, a group of former policymakers which have taken upon ourselves the responsibility of trying to hold Benoît's world, François' world to account in terms of maintaining the stability of the global financial system. And it's a very global system and links to the first point I want to make. I have 5 points to make. Only the second is changed by Brexit. The first is that, as my good friend Hélène said, it is absolutely vital that Europe should flourish in order to maintain its place at the top table in a changing world. A few moments ago, Christine Lagarde described with wonder and pleasure how marvelous it is to live in a world where people have been pulled out of poverty in China, in India, and parts of Latin America. We can take some pride in that, but it also means, if you look ahead over the next 25 years or 50 years, that the top table in the world is going to change. There are only two certain seats at that top table, the United States of America and China. We need Europe to be at that top table. The world will be a more decent, fairer, and safer place so long as we are at that top table. My country has made that more difficult. Your country and Germany and the other members of the EU have to fight that battle, not with an arm behind your back, but with a temporary setback. I think this is the single most important part of the post-Brexit world. The big implications are geopolitics. Your determination to be at the top table must not be diluted one iota. The second thing, and this is where I've changed my view slightly, a great deal has been said that Brexit is populism versus the elite, and of course it is in part. The
The result was 52 or 51.5, 48.5. Well, 48.5% of people in the United Kingdom are not members of the elite. My Harvard colleague Philippe Aghion was saying earlier that we need to do something about the losers. What Brexit tells us is that we need to redefine who the losers are. I grew up in a world where people had intergenerational hope. You could start off in a modest background, and maybe the current generation wouldn't get out of it, but your children or grandchildren could hope through education to aspire to a better life and improve your community and improve the aspirations of the people around them. What we should take from Brexit is that an awful lot of people in my country, and I believe in the United States as well, no longer feel the hope that my grandparents felt. I think this is a massive takeaway. I think thinking about the losers as the people who don't have jobs will lead us astray over the coming generation. My next 3 points are about democracy, ambition, and politics versus experts. Democracy is the crowning triumph of the Western world. And we have democracy within the EU. And when we talk about democracy in the EU, we talk a little bit too much about the Parliament and not enough about the Council of Ministers. And I would like the Council of Ministers, which is, by broad analogy, this continent's Senate, I would like it to meet in public so that we, the citizens, I'm now a citizen again, can see it, especially when it's in legislative mode. The people of France, the people of Germany, the people of Greece, dare I say, the people of Britain, we know who our politicians are. It would be nice to see them on the floor of the Council of Ministers debating with each other. Why is the Security Council of the United Nations open to the public, but the Council of Ministers is not? And had it been, I can't help wondering whether the Brexit result would have been different. My fourth point is about, thank you. I really think we should push for the Council of Ministers to be in public. I would have called for that had we voted for Remain in my country. I would have said exactly the same thing, and I was going to say it in print in Britain, but that's passed by the way now. My fourth point is about ambition. When I was in office, I was struck by fading ambition around the European project. Let me give you one example. And this is perhaps a silver lining to Brexit. Capital Markets Union, it can all seem to do with fiddly, detailed stuff to do with financial services. It is not to do with that. It is to do with risk sharing across the economy of the European Union. If I set up a business in Massachusetts with all my employees and suppliers and customers in Massachusetts, but my equity holders are in California, well, when something goes wrong in Massachusetts, part of the risk has been spread to California. We need the surplus savings of Northern Europe to be invested in the equity of businesses in Southern Europe and across the continent. This will be a huge improvement. A final few words about politicians versus experts. Somehow we have ended up in an equilibrium whereas it is easy for the politicians to sit on their hands and wait for Benoît and François to act. And François and Benoît have no choice but to act, and it's the same in the United States, and it's the same in Britain, because they have a mandate, a legal objective to do their best to deliver stability. This is not the best way back to prosperity in our continent. And it is very, very hard for them to say so as powerfully as surely they feel it. And something must be done to bring the people who we elect back to the economic policy making table so that it does not rely entirely on people of immense integrity and skill, but can never have the legitimacy of the people that we elect. Thank you. Mark Hutchinson, à la fois la vision du non-politician et du business. Good. C'est à vous. Good, thank you. Good morning. As the only non-banker on the panel, my job is to give a business perspective. As an Englishman, I'm also very embarrassed. I'm very embarrassed, particularly because we lost Iceland in the soccer. So, but look, I think we live in a volatile world, and as a business,
you have to deal with complexity. No one really picked that Brexit was going to happen. No one picked the Arab Spring was going to happen. Nobody picked that oil will be $40. So you have to deal with these. And if you look, we're part of a global economy now. So we're part of a global economy which has low productivity, low growth. And so you have to navigate through that as you think about how you deal with the world, particularly from a business perspective. So we look at the same thing from Europe. We're a global company, 160 countries we operate in around the world. And what we try to do is to be local everywhere so that you can deal with complexity as it happens. So as an event happens, you deal with it at the time. So, but actually, there's been a lot of discussion over the last few days about the problems. We actually look at Europe, at France, and we see more opportunity than problems. And there's reasons why we've invested in Alstom, which we're actually really happy with it, which is an acquisition, and why we invested $17 billion in Europe over the last 10 years. We like Europe a lot. It has some amazing capability. The engineers here in France, the capability in R&D and innovation. Also with the euro where it is now, Europe and France is actually very, very competitive. We don't talk about that. It's a competitive edge here. France is as competitive as the United States. Other parts of Europe are as competitive as China and India, so we need to take advantage of that. So we actually look at Europe and we see huge opportunity, particularly to export. We bought Alstom not necessarily to sell gas turbines or steam turbines in France, it was to sell internationally, and the capability is here. So we're able to say, how do you kind of use that capability to export around the world? And we'll do about $14 billion of exports out of Europe this year. So we love the capability here. We think there's a great opportunity to export out of Europe, and we think that the expertise, the capability here is second to none. The second area which we think of is going to be really important is the whole digital area. Right? We've kind of gone through the consumer, or going through the consumer internet wave. The next wave is the industrial internet. And this is going to be huge. Our belief is going to be massive. And France actually can play a role in that. We think actually France can take a lead role. We kind of lost the consumer internet race to Silicon Valley. But now we actually have a new wave. And this is going to be, we think, is going to be bigger than the industrial internet, sorry, the consumer internet. And that's going to create great opportunities. So we think that France and Europe can lead in this area because you have the expertise, you have the capability, you actually have the ecosystems being developed. And so long as kind of regulators don't kind of get in the way and kind of kill it before it actually gets going, we think there's a great opportunity here for Europe to actually thrive here and to grow. So we look at Europe and we think there's a ton of opportunity. The way we think about Europe is, we believe in free trade. And Europe, as an entity, has a role in certain areas, particularly in things like trade and the mobility of people. Those things are important, but not in everything. In fact, we would prefer kind of to see the countries compete on many issues. So compete for investment, so that when we have an opportunity to invest in Europe, we actually have a choice of where we want to go, and we can work with the various countries. So we believe actually unity is important for certain things, but not for everything. So I'd just say, look, from a business perspective, Europe matters. Europe's important. There's great opportunity here in Europe, particularly we look for exports and for the digital world. But a Europe which is unified for certain things but not for others is probably the way we think about it. Thank you. Merci beaucoup. Louka Katseli, une question qui fait écho au cinquième point qui avait été évoqué par Paul Tucker, le fait que les politiques doivent reprendre la main vis-à-vis des experts, les politiques et le peuple, c'est-à-dire la démocratie. Comment est-ce que vous réagissez à ça? It's working, yeah. Okay, it's working. Yeah. Well, exactly, we really need to move ahead. I would recommend right now, maybe we could do a high-level group of relevant stakeholders to actually reignite the European project and seek ways to strengthen and rebrand it on these three objectives: vision and strategic action. And there are elements of this we've heard already: the European budget, the fact of a debt restructuring mechanism that is missing, the policy mix. On governance, how to make it more inclusive, closer to end user,
revisit the subsidiarity principle. Should our tax policy be at the national level or should it be at the European level? The insurance on unemployment and mobility rights and so on, and so that we can put an end to the depoliticization and bureaucratization of decision-making in Europe. Monitor outcomes. We don't monitor outcomes and evaluate impact so that policies can be redesigned. The IMF has an independent evaluation unit, the Commission does not, so that we can have an independent evaluation unit on what went wrong. Mobilize stakeholders, communication strategy, linking competences, and a political message to the people and being closer to the people of Europe. Benoît Coeuré, sur ce point, peut-être? Oui, non, moi, en écoutant mes camarades à cette tribune, j'avais deux réflexions supplémentaires en écoutant ce qu'ont dit les uns et les autres. La première, ça vient de ce qu'a dit Mark Hutchinson sur le potentiel économique de l'Europe et les atouts de l'Europe. Je crois que les deux risques qui nous menacent dans cette espèce de sidération qui s'empare de tout le monde, et notamment de nos dirigeants politiques et de nous-mêmes après le Brexit, après le référendum, les deux risques, c'est la sinistrose. Et il faut se rappeler que l'Europe a un potentiel économique fantastique. La question, c'est comment l'utiliser, comment le leverager. Mais la question, c'est pas il n'y a pas de raison de douter de notre potentiel. Donc le premier risque, c'est le manque de confiance en soi des Européens. Le deuxième risque, c'est la division. La division. C'est la division des Européens. Et on voit bien que ces facteurs de division sont partout. Et sur les migrations, c'est une division Est-Ouest. Sur l'euro, c'est une division Nord-Sud. Moi, j'ai passé les 4 dernières années à la Banque Centrale Européenne à lutter contre la fragmentation, les forces centrifuges qui nous empêchaient de faire notre travail pour la stabilité de l'euro. Et donc ces deux risques, la sinistrose, la division, c'est les deux risques qui nous menacent aujourd'hui. La deuxième remarque, c'est juste une citation. Elie Wiesel est mort hier. Il y a une phrase qui pour moi une phrase d'Elie Wiesel qui pour moi est le principal argument aujourd'hui en faveur de l'Europe. C'est cette phrase qui est très connue d'Elie Wiesel qui disait « Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence ». Et aujourd'hui, penser qu'on peut se passer de l'Europe, c'est ignorer notre histoire. Merci beaucoup. Une question de Anna Boule qui est de l'École d'économie de Paris. On vous écoute. Bonjour, je voudrais bien poser une question sur l'identité européenne. Donc, face aux fragmentations économiques, les caractéristiques communes qui définissent l'Europe sont plus que jamais nécessaires. L'essayiste américain Jeremy Rifkin propose l'idée d'un rêve européen. Alors, le rêve d'une société inclusive qui protège l'environnement et aussi qui considère les droits humains plus importants que les droits de propriété. D'une certaine manière, ce rêve se distingue du rêve américain qui est individualiste et capitaliste. Donc ma question c'est, est-ce qu'il y a besoin d'un rêve européen? Et si oui, quel rêve? Merci beaucoup. Je pense que la personne la mieux placée pour répondre à cette question, c'est un Britannique qui a passé une partie de sa vie dans le monde, en Chine, en Australie, au Japon, mais qui travaille pour une entreprise américaine, General Electric. Alors Mark Hutchinson, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? That's a great question, right? And I would address the answer to really the young people because it's your future and you should have a dream. You just speak near the microphone, please. Yeah, sorry, is that better? So I think it's a great question and I think it's something I'd like to address to the young people because I think you should have a dream. And it comes back to what Benoît mentioned earlier, it's a lack of confidence in some ways we have as Europeans. And we have to get that confidence back and think about not how we follow people, but how we lead. And how we lead in things like clean energy. Okay? There's another wave of technology which is going to happen in the clean energy space. We should lead in Europe, and that's going to change the planet. On digital, that's going to change the planet also. And rather than kind of waiting for Silicon Valley to pick up and do it, we should do that. So I think it comes back to confidence and picking those things which we should lead as a group and which ones we shouldn't. So a great question, though. Yeah. Sur cette question, Paul Tucker et puis rapidement peut-être Louka. Paul Tucker, les deux modèles américains, européens. What makes Europe special? I think these 4 principles, at least that were mentioned before: democracy, sustainable security, basic human and social rights, and economic and financial stability.
So I think if we attach every single policy to these big overriding principles and objectives, we could make it comprehensible to the average person. Paul? At the end of the Oresteia, which is a catalogue of moral and contingent catastrophes, the Furies chase the protagonists to the temple of Athena, demanding vengeance. And Athena dispatches them and says, no, we will have reason and justice. This is what we have brought to the world, and this is what we must continue to say. But we must do so, a final word, prepared to take a little bit more risk, not risk with human dignity and human rights, but a little bit more economic risk. Because if we don't produce more prosperity, we will wither away. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des questions dans la salle? Si quelqu'un me pose une question, qu'il se lève. Oui, voilà, on va vous apporter un micro. Allez-y, 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 ça va marcher. Micro. Allez, on y va. Non, non, avec, ça marche pas? Ça ne marche pas. Si, ça marche. Une question pour Benoît Coeuré, puisqu'il est au cœur des institutions européennes et qu'il voit la tension entre nationaux et institutions européennes. Comment réussir à synchroniser, dans un Big Bang réglementaire post-Brexit, l'Europe et les hommes politiques nationaux? Comment responsabiliser les hommes politiques nationaux? On a parlé du populisme, mais tant qu'on n'aura pas une courroie de transmission entre le national et l'Europe, on n'aura pas de leadership européen au niveau national. Et donc on n'aura pas cette subsidiarité que vous attendez. Donc comment rendre plus responsables les hommes politiques nationaux devant l'Europe? Benoît Coeuré. Benoît. Bon, moi je dirais pas qu'il faut responsabiliser les hommes politiques, ça serait manquer de respect pour la politique. Ils sont suffisamment responsables. Les intérêts sont les mêmes. Je veux dire, l'intérêt, c'est de la croissance, c'est de créer de la croissance et de la stabilité, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen. Donc les intérêts sont alignés. Je pense qu'on manque de mécanismes institutionnels qui permettent de montrer dans le processus de décision nationale que l'Europe fait partie de la solution et ne fait pas partie du problème. Et donc les objectifs de l'Europe qui sont discutés à Bruxelles, la surveillance économique européenne devrait être mieux intégrée dans les processus de décision nationale pour qu'on comprenne que les objectifs ne sont pas contradictoires, mais en fait complètement alignés. Cet objectif, c'est la croissance et la stabilité. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Une autre? Oui, monsieur. Levez-vous, comme ça on vous identifiera. Il faudrait un micro ici. Il arrive. Voilà. Ma question s'adresse plus particulièrement à vous, monsieur. C'est l'Angleterre qui, jusqu'ici, Britain today, I mean, in the past, Britain was the... Posez votre question en français. Était principalement le régulateur des marchés financiers, essentiellement. A fait avancer la concurrence, a fait avancer la réglementation des marchés. L'Angleterre a joué un rôle moteur dans ça. On ne peut pas dire que ce soit l'Europe qui a vraiment eu le rôle moteur. Maintenant que l'Angleterre est partie, comment est-ce que l'Angleterre va pouvoir rester engagée dans cette discussion avec ses partenaires européens sans qu'elle revienne en Europe, bien entendu? Merci. It's for you, Paul. The translation didn't begin immediately, but I think I got the question. Well, partly through global fora, an awful lot, certainly in the financial sphere, an awful lot is done at G20 level, is done in the Basel Tower. When I chaired 3.5 G20 committees, I co-chaired one of them. And we had a very big initiative, and we certainly need to carry the EU. And I went to see Michel Barnier and talked about how what I thought was in the global interest, the European interest, and I admitted in the UK interest. And, you know, the great countries of Europe will continue to meet in global fora. Can I just offer an answer to the previous question? In a few, very, Paul, so let me tell you, now a very few words, please. Very few. National politicians will not be able to say one thing in national parliaments and another thing in Europe if the Council of Ministers
is available on television. Okay, so my question is this. Louka, this is for you, Louka. You have been minister for economy, social, etc. Is it a good idea? Is it a nice way to make Europe better? Absolutely. Yes, the Council of Ministers should be accountable. Any decision maker needs to be accountable. And if we enhance accountability, we have nothing to fear. Merci beaucoup, Hélène. Hélène Ray, c'est à vous, selon la tradition toujours, de faire la conclusion de cette table ronde. Hélène. Alors, beaucoup de choses très intéressantes ont été dites. Je crois qu'il y a un sentiment d'urgence qui ressort des prises de position et en même temps un sentiment de confiance dans l'Europe qui est plus que jamais nécessaire, ça a été dit beaucoup, que l'Europe a énormément d'atouts et qu'il faudrait qu'elle continue à exporter ses valeurs fondamentales qui sont très importantes à la fois pour les citoyens européens et pour le monde. Il faut restaurer la confiance, la légitimité dans un certain nombre d'institutions, avoir une vision plus stratégique, plus inclusive aussi du rôle de l'Europe. Et pour pouvoir réaliser tout ça, il faut prendre un peu plus de risques économiques pour restaurer la prospérité dans notre continent et surtout éviter la sinistrose et être transparent et avoir le Council of Ministers on television. Merci beaucoup.